Bon, salut à tous, c'est le Canard Enragé. Aujourd'hui, on va parler du Salon de Milan, ou l'ECMA, et on va parler de toutes les nouveautés. Donc la vidéo va être longue, donc je vous propose de vous faire couler un petit café, vous faire un petit thé, un petit rail de coque, tout ce qui vous plaît, quoi. Vraiment votre petit péché mignon, hein. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer. Donc, on est sur le site Motostation. Ils ont fait un article avec tous les modèles qui ont été présentés. Donc, on va passer sur cet article-là. Je vais mettre en lien dans la description l'article en lui-même si vous êtes curieux de jeter un coup d'œil. Donc, allez, on va commencer. C'est par ordre alphabétique. On va commencer avec Aprilia. Donc Aprilia qui agrandissent leur gamme avec leur plateforme 457. Pourquoi pas, donc il y a la petite Tuono, plutôt mignonne. Voilà, c'est toujours un bicylindre calé à 270 degrés. Je crois, la transmission est un petit peu raccourcie, 150 kg c'est plutôt pas mal, pour 47 chevaux 5 et 43 Nm de couple. Voilà, très mignon, on continue. Il n'y a rien à dire là-dessus, c'est les petites motos de jeunes permis par excellence. Restons dans les jeunes permis, mais du coup bridable, le Tuono 660 et l'Aprilia RS, donc voilà, qui passe Euro 5, donc voilà, des petits électroniques, des petites améliorations, voilà, ils ont des petites ailes, des petits ailerons, voilà. La nouvelle Tuono V4, je ne m'y attendais pas, bon, plus ça va, plus je la trouve moche, personnellement. Elle fait survivre en tout cas le V4, comme ils disent. Voilà, il passe Euro 5, voilà, rien à dire. Elle prend 22 cm3 dans la gueule, mais du coup on a quand même gagné 5 chevaux. Donc on est à 180 chevaux maintenant, dis donc la vache. Donc ouais, vraiment, on a encore une machine de guerre, hein. Voilà, franchement, Aprilia, ce qu'ils proposent au prix, je trouve la Tuono standard une moto très intéressante, mais ils ont foutu des ailerons. Bon, pourquoi pas, c'est la mode, moi je trouve ça horriblement moche. La RS V4, la toute nouvelle, par contre, voilà, on voit quand même c'est plus agressif, donc un peu pareil, elle prend 3 chevaux, 220 chevaux maintenant, ça devient n'importe quoi les sportives. Mais voilà quoi, elle prend les nouveaux étriers High Pure de Brembo, et voilà quoi. Des améliorations électroniques, voilà, on s'en fout. Bon, Bimota, intéressant. Parce que du coup, ils prennent la base avec la KB 998. Ils prennent la base en fait du ZX10R. Donc, ils vont rouler en superbike avec ça maintenant. Donc, sous le nom de Bimota, pardon. Donc, bon, voilà. Après, en gros, c'est une ZX10R. Hein, plus de 200 chevaux, 200 kg. Bon, apparemment, ils ont quand même travaillé sur le cadre et le bras oscillant, hein, qui est quand même Bimota. Donc, intéressant. Un habillage en carbone. Voilà, donc c'est quand même du haut de gamme. Hein. En tout cas, je la trouve très très belle. On passe chez BM, donc très intéressant, la nouvelle 450 GS. Bon, très intéressant dans le principe. Moi, ce qui me gêne, c'est le poids. Hein, on est quasiment à 180 kg pour une machine qui fait même pas 50 chevaux. C'est... Voilà. Ça fait une grosse brique à emmener, mais en fait, visuellement, je la trouve très rigolote parce que ça fait vraiment genre une GS Lego, tu sais, tu vois. Le truc, il y a des proportions qui sont bizarres, tu sens que c'est une version miniature, c'est très drôle, voilà, je trouve c'est très rigolo. La S 1000R qui a été mise à jour, moi je trouve c'est chouette, je la trouve un peu plus jolie avec ce nouveau plaque phare, voilà, on retrouve un peu le double optique comme avant. Ils ont laissé tomber l'optique simple. Voilà, toujours 170 chevaux, toujours un monstre, le 4 cylindres en ligne de BM, voilà, les coloris un petit peu plus bling bling, c'est sympa, moi je trouve c'est chouette, rien à dire là-dessus, je suis content qu'il y ait un petit gain de puissance quand même, ça manquait peut-être un chouïa de puissance pour arriver face aux rivaux du marché aujourd'hui. La BMW R1300 GS Adventure 2025, ben, quoi dire, ça fait moto Lego, ça fait très cubique, c'est... On dirait, ouais, ben, moto station, ils disent réfrigérateur, ouais, ça fait un peu ça, c'est vrai, ça fait un peu cubique, c'est très spécial, mais bon voilà, c'est une GS, on connaît, 145 chevaux, 150 Nm de couple, t'imagines, t'as plus de couple que de chevaux, donc ça c'est pas tous les jours qu'on voit ça, donc vraiment voilà, on connaît ces moteurs, c'est pas les mots des usines à sensation, mais
C'est d'une efficacité redoutable. Voilà, après 270 kg, c'est lourd, hein, 30 litres de réservoir. Voilà, sacrée machine. La nouvelle S1000 RR, donc d'ailleurs erreur de frappe hein, sur Motostation, c'est pas la S1000R, c'est la S1000 RR. Donc bon, augmentation tarifaire à 200 €, bon ça va, nouvelle aérodynamique, ouais, donc les ailerons sont encore plus fat maintenant, alors bon, je trouvais la S1000 RR jolie, là ça commence à devenir un peu du n'importe quoi, hein. Mais bon voilà, les 21 400 €, il n'y a rien en dessous de 20 000 maintenant. La M1000 RR, donc la version encore plus extrême, donc 218 chevaux, voilà, truc tout en carbone, enfin vraiment c'est magnifique, hein, mais voilà, 37 000 €. CF Moto, bon, ça j'ai pas trop envie de parler d'eux, bon. 675, la SRR, titre sportive, voilà, vraiment, on prend le nom finalement des 3 cylindres de Triumph, donc bon, c'est là ce qui me gêne un peu avec ces marques, c'est tout le temps en train de copier. Donc 675, un triple sportive, donc vraiment une concurrente de la Daytona. Bon, l'esthétique, on aime ou on n'aime pas, j'avoue je suis pas fan. Mais bon, 90 chevaux à 11 000 tours minute, donc bon, vraiment 3 cylindres, mais bon, par rapport aux 130 chevaux que sortait la Daytona à l'époque, c'est sûr qu'on est un petit peu à la ramasse, hein, mais bon. Il y a une version Roadster aussi, hein, basée du même 3 cylindres, donc pareil, je pense pour aller chercher la MT-09, je pense, sur ce marché-là, ou même la Street, hein, forcément. La 800 MT qui est sortie, donc il y avait la 450 MT qui est une moto très intéressante, là il y a la 800, donc avec 91 chevaux, super intéressant, c'est le moteur de la KTM, hein. Parce que pour ceux qui ne savent pas, KTM travaille avec CF Moto, CF Moto fabrique leur moteur. Bon voilà, on s'en fout. Ducati, donc bon, la nouvelle Panigale V4, j'ai fait la grande vidéo de présentation qui a plutôt bien marché, donc je vous remercie en tout cas. Il y a eu beaucoup de bons retours sur cette vidéo, donc du coup j'ai l'intention de faire plus de vidéos de ce genre. Vraiment, c'est juste voir la vraiment présentation sur des modèles phares comme ça là. Je pense que c'est intéressant de faire des grosses présentations. Donc voilà, bon, si vous voulez vraiment rentrer dans le détail, je vous invite à aller voir la vidéo, elle est vraiment cool. J'avais bossé avec le chef d'atelier de Ducati Bike Avenue, le concessionnaire Ducati à Pau. On avait travaillé avec lui et on a fait la vidéo ensemble et franchement c'était super intéressant. Bon, la vidéo fait 45 minutes, hein, donc si vous êtes déjà coulé un café pour cette vidéo, je vous conseille de vous couler un autre café. Qu'est-ce qu'il y a à dire? Bon, bah, du coup, plus le monobras, tout ça, hein, mais bon, encore une fois, je vous laisse aller voir la vidéo pour vraiment mieux le voir en détail. Après, bon, c'est... voilà, c'est la révolution... c'est vraiment la révolution en termes de ce qu'on peut faire d'une moto sportive aujourd'hui par le biais de la technologie qui est dessus, mais bon, voilà. C'est d'origine, on a une moto sortie de boîte, on peut carrément limite aller concurrencer les Superbikes, vraiment c'est une moto incroyable. La Ducati Scrambler Isoma, je m'en fous, 15 000 balles ou 500 exemplaires, bon Ducati leur édition limitée, faut qu'ils se calment. La nouvelle Ducati Panigale V2. Bon, donc du coup, ce n'était pas l'édition finale Ducati, quand vous avez fait l'édition finale V2, truc. Bon, alors, tout le monde gueule parce que elle ne fait que 120 chevaux, au lieu de 155. Voilà, perte de 35 chevaux par rapport à l'ancienne. Alors, faut se dire que déjà, elle est beaucoup plus légère. Cette moto a été développée pour la catégorie Super Sport en Superbike. Donc, faut se dire que en fait, les anciennes Ducati étaient trop puissantes. Donc en fait, Ducati devait volontairement brider leur V2 pour arriver aux normes, aux régulations de cette catégorie. Donc là, en fait, Ducati s'en dit, bah, écoute, on va faire un moteur plus petit, plus léger, et avant tout, et avec 120 chevaux, qui est en fait finalement la limite de puissance pour la catégorie Super Sport. Donc tout le monde qui râle, comprenez bien que Ducati, ils font ça dans l'esprit de gagner des courses. Donc au lieu de faire une moto surpuissante qui doit brider, qui est plus lourde, ils ont décidé dans la direction de faire une moto moins puissante, mais beaucoup plus légère. Donc c'est pour ça qu'il y a quand même ce gain de poids, enfin justement cette perte de poids, qui est très importante aussi, comme la perte de puissance. Donc c'est pour ça qu'ils ont fait ça. Et franchement, moi je suis tout pour.
Moi, je suis l'équipe Light is Right, perso. Alors, la nouvelle Fantic Imola 500, je trouve ça très intéressant, très rigolo que Fantic commence à faire des petites sportives, des trucs comme ça, là. Bon, c'est rigolo, pourquoi pas, hein, je trouve c'est sympa. Donc, c'est le 500 monocylindre. Je sais pas ce que c'est, ce moteur. Développé par Fantic, d'accord, c'est leur moteur alors, c'est un monocylindre 500 développé par Fantic, norme Euro 5+. Donc voilà, un petit mono dans une sportive, ça doit être une toute petite sportive bien étroite, ça peut être bien rigolo. Je vois que voilà, elle a l'air assez bien équipée et tout, la petite ligne d'origine qui est sympa, ça fait un peu exclusif quand même. Donc voilà, en tout cas, la garde au sol a l'air énorme. Ah bah ils en parlent juste là en plus. Enfin bon, voilà. Parlons de Honda. Donc Honda quand même super intéressant. Donc ce prototype de moteur V3. Déjà mama, qu'est-ce que la pièce est belle. Et aussi Honda a quand même donc c'est une nouvelle motorisation thermique. Hein, c'est thermique. Et franchement Honda ont dit que ça sera commercialisé. C'est un projet presque fini. C'est sûr qu'ils vont le commercialiser. Honda sont en train de faire des gros pas, les gars. Franchement, gardez un œil sur Honda. Ils sont en train de tout secouer là. Parce que les prochains modèles dont on va parler, bon déjà la nouvelle Hornet 750, donc pareil, pour le prix, on a une moto quand même incroyable. Parce qu'il faut se dire qu'on est sur un roadster middleweight de presque 100 chevaux. Donc quand même pour la route, on n'a pas besoin de beaucoup... 92 chevaux, pardon. Mais on n'a pas besoin de beaucoup plus pour la route. 190 kg tout plein fait, pour 90 chevaux, 75 Nm. Bon, c'est un bicylindre en ligne, de Honda. Ça va pas être un moteur à sensation, mais c'est des bons petits châssis sportifs. Ça fonctionne bien, l'électronique est super chouette d'origine. Et pour l'argent... c'est loin d'être battable quoi. Il me semble c'est genre 7 ou 8 000 euros le bordel. Donc on a quand même une super moto pour son argent. Et pour le motard lambda qui veut juste voilà, une moto pour se promener et à se faire un peu plaisir le week-end, on n'a pas besoin de beaucoup plus. Mais là, moi, le modèle qui me fait vraiment kiffer pour l'année prochaine et où moi je dis garde un œil sur Honda, c'est la nouvelle Hornet 1000. Donc attention, déjà je trouve le look réussi. Donc oui, ça a fait un peu Street Fighter. Oui, c'est vrai, un petit peu de Kawa aussi. Mais bon, voilà, ça a quand même son identité aussi. Mais bon, c'est que voilà, là on va commencer à parler de la fiche technique. Et là ça devient intéressant. On a le 4 cylindres en ligne du Fireblade des années précédentes. Je crois que c'était les années 2017, ceux qui avaient les problèmes de boîte si je me trompe pas. Une puissance de 152 chevaux. Donc bon, pas énorme pour un hyper roadster. Mais 152 chevaux, 104 Nm de couple, super bien équipé. Voilà, on a du Showa, du Nissin. Bon, rien incroyable non plus, mais voilà, quand on regarde le prix, on est à 11 400 €, je crois, un truc comme ça. Donc, tu te dis, c'est le prix d'un middleweight, quoi, même pas. Donc là, vraiment, Honda, les prix étaient complètement aberrants. Les prix étaient complètement aberrants dernièrement. Honda remet la barre. Ils disent ok, voici ce que nous on peut faire à temps. Mais le pire c'est que c'est pas fini. Ils font la SP donc avec du Öhlins et du Brembo à 157 chevaux pour moins de 13 000 €. 12 600 je crois, un truc comme ça. Donc bravo Honda. Franchement bravo. Nouvelle Transalp, donc un petit peu mis à jour, hein, une face avant un peu plus agressive, enfin un peu plus fin, voilà. Bon après rien d'exceptionnel non plus. Donc le même base moteur. Que la Hornet 750, donc pareil 92 chevaux, 75 Nm de couple, voilà, bon, garde au sol un peu trop bas pour un peu trop basse pour en faire du tout terrain, mais bon, il y en a pas mal qui les modent. La Honda CRF 300, donc toujours là, c'est super cool, voilà, pour le petit dual sport passe-partout. Excellente petite moto, hein. Bon pareil, hein, c'est un truc, voilà, 25 chevaux, c'est pas la révolution en termes de performance, mais voilà, c'est pour la personne qui va aller se balader dans les chemins, tranquille, avec une moto légère, et qui ne veulent pas amener une Ténéré 700 de 200 kg ou une GS de 270 kg dans la boue. Donc super chouette.
Nouvelle Honda GB350S, on s'en fout. Les nouvelles NC, on s'en fout. C'est les scooters. Husky, la nouvelle 801, donc ils ont déjà mis à jour l'esthétique, enfin le plaque phare surtout, la plaque phare qu'ils ont changé. Pourquoi pas, je trouve que ça fait un peu MV, mais moi j'aime bien, c'est sympa, mais je crois que je préférais l'ancienne, un peu plus classique. Voilà, 900 Expédition, qui a changé un petit peu, des légères évolutions, bon pas grand chose, un peu esthétique, voilà, des petits trucs pratiques, quoi, ajout de port USB, bon on s'en fout. Kawa, la nouvelle Z900, donc Kawa qui ressort la Z900, qui la met à jour enfin, encore nouveau petit design. Qu'est-ce qu'ils ont fait de plus? Petite écope en alu brossé, oh c'est mignon. Nouvelle selle plus plate et plus confortable, ok. Ouais, bah pas mal de nouveautés finalement, 124 chevaux quand même le bordel, ouais, 213 kg tout plein fait, bon ça reste un Z, hein, donc c'est un peu lourd, mais franchement c'est acceptable par rapport à ce qu'on avait auparavant. Les nouveaux W230... Ouais, pas mal de petites nouveautés, les Versys, on s'en fout. Je vais surtout parler des modèles qui m'intéressent, hein, je suis désolé si je passe des modèles qui vous intéressent, mais bon, j'ai pas toute la journée aussi, parce que là je suis déjà à combien de temps là? Ouais, déjà 15 minutes quasiment. Alors, la nouvelle KTM 1390 Super Adventure S Evo. Ouais, putain. Alors, ça c'est une bouchée. Donc voilà, donc la Super Aventure qui a ce nouveau signe optique. Cet éclairage là, un peu UFO, enfin OVNI, ouais, pourquoi pas, un peu bizarroïde, hein, mais je trouve que ça fait un peu mieux intégré sur la Super Adventure par rapport au Roadster. Donc voilà quoi, vraiment une aventure de fou quoi, un truc 170 chevaux, vraiment un monstre. Même les vidéos de présentation de KTM c'était sur circuit, bon bref c'est un peu n'importe quoi, mais bon, vraiment des machines de malade. J'espère pouvoir la tester d'ailleurs, parce que je me rappelle j'avais bien aimé la 1290, donc on va voir ce qu'il y a sur ce nouveau. Ensuite la 1390 GT, donc une moto que j'adore et je suis très content que KTM la garde, parce que finalement il n'y en a pas énormément. Désolé s'il y a eu des bruits bizarres, j'ai tiré un petit peu sur le câble. Donc, encore une fois, je trouve ce phare mieux intégré sur ce modèle-là. Ça reste une moto vilaine, on est d'accord, mais bon, pourquoi pas. Je trouve que ça rend... ça donne quelque chose. En tout cas, c'est unique, hein, ça. Mais bon, pareil, vraiment, la moto toureur, faudra bouffer des bornes à une vitesse. Bon, du coup, la 990 Duke Air, voilà, donc c'était prévu, j'en avais parlé dans la vidéo d'essai, c'était sûr qu'ils allaient sortir la R, mais à quel prix? Parce que bon, là, faut se dire que du coup, quand même, plus 5 chevaux, donc on a 128 chevaux, moins 2 kg, alors déjà qu'elle était pas lourde, donc en tout cas, on va avoir une machine de guerre. Déjà que la 990 standard m'a vraiment surpris, mais là, wow, ça doit être une machine. Pour la route, je pense qu'il n'y aura pas grand chose qui va réussir à suivre, quoi. C'est vraiment une sacrée machine. Bon, pour rappel, la 990 Duke standard c'est 15 000 euros. Là, on va prévoir les 17 000 euros, quoi. Ouais, pour un middleweight. Donc on parlait de la Hornet SP à moins de 13 000. Voilà. D'ailleurs, je viens d'apprendre un truc super intéressant par rapport au KTM. Donc, d'après ce que j'ai compris, là à l'instant assez frais, hein, et bien c'est que les 990 et les 990 R, donc qui ne sont même pas encore sortis, vont avoir une baisse de tarif de 2000 euros. On parle pas d'une baisse de quelques centaines d'euros, hein, 2000 euros. Donc la source n'est pas 100% sûr, mais apparemment c'est sûr. Mais dans ce cas-là, moi je trouve que KTM, déjà c'est très dangereux ce qu'ils ont fait, parce que ça veut dire tous les gens qui ont acheté les 990 standards, à 2000 euros, ils auraient pu acheter la R au même prix. Ça va flinguer le prix de revente. Il y a des gens qui vont perdre beaucoup d'argent suite à ça. On va voir ce que ça va en venir, mais ce que ça va en devenir. Mais bon, je garde un œil là-dessus.
Pour moi, ça montre justement dans quel état KTM est en ce moment. Et je vous mets une petite carte pour une vidéo où j'en parle justement sur la situation financière du groupe Pierret Mobilité. Et voilà quoi. Ah voilà une marque dont je voulais parler. Suzuki, la nouvelle DRZ 400 SM. Ça y est, ils l'ont fait. Ils ont mis à jour la DRZ 400. Ils font un modèle Supermoto et un modèle off-road. J'y croyais pas. Je vous avoue que j'avais perdu, j'avais abandonné. Mais ils l'ont fait. Ils l'ont fait, donc voilà. Bon, perte de puissance, prise de poids. C'était prévisible avec les nouvelles normes. Je suis quand même choqué qu'ils ont réussi à le sortir, parce que c'est quand même encore le même bloc. Donc quoi de plus? Donc bon, déjà, c'est injection. Voilà. On a de l'électronique. Pas énormément. Voilà. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Bah, ils ont changé le look, forcément, hein, avec voilà, le plaque phare LED. Bon, c'est pas une belle moto, mais en soi, la DRZ n'a jamais été une belle moto. Hein. Qu'est-ce que je peux dire de plus dessus? Donc 37 chevaux ou 38 chevaux, 150 kg. Donc voilà, c'est un petit peu plus lourd, un petit peu moins puissant. Je suis content que les enduros regardent le jaune Suzuki. Ça, c'est quand même chouette. L'électronique déconnectable rappelle facilement. C'est un nouveau châssis. Donc il y a quand même un nouveau cadre, un nouveau bras oscillant, un nouveau boucle arrière. Donc il y a quand même beaucoup de nouveaux. Hein. Ils ont fait une nouvelle culasse, des nouveaux pistons. Enfin ouais, donc vraiment le moteur a été quand même bien revu. Alors. Là, le problème qui arrive, va être le prix, parce que... alors, il n'y a rien qui est officiel, mais bon, en gros, ça va être dans les alentours de 9000 €. Donc, ouais, ça fait un peu mal, parce que quand tu vois que la Honda 300, elle est vers les 6000 €, pour moi, la DRZ aurait dû être juste un chouïa plus cher que la Honda, genre 7000. Ça aurait été parfait. Là, à 9000, on se rapproche quand même des KTM 690, quoi. Parce que là, avec les remises actuelles de KTM là, qui offrent la taxe, pour te dire à quel point c'est la merde. Oui, ils offrent la taxe. Et donc, tu as une 690 à 10 000 €. Donc, ils veulent sortir la DRZ. Enfin, bon. Après, voilà, ils finissent l'article là en disant que l'ancienne génération de DRZ se vendait à 7000 $ aux USA, donc 6500 € à peu près. Donc là, ils disent, voilà, ils vont falloir que Suzuki joue serré avec cette nouvelle génération. D'après nous en France, un tarif attractif se situerait aux alentours de 7000 à 8000 €. Voilà. Ouais, merci Motostation, je suis entièrement d'accord avec toi. Mais ouais, les rumeurs tournent que ça va être dans les alentours de 9000 €. Bon, on verra. Parce que pareil, 9000 €, juste un petit peu plus, t'as une Tracer, t'as une Ténéré 700 quoi. Donc voilà. On va voir ce qu'ils font Suzuki, mais il va falloir qu'ils fassent attention avec le prix. La GSX 6000, moi j'aime bien cette moto, je la trouve vachement sympa. Voilà, 13 800 €, c'est pas mal, c'est pas mal. Bonne moto, bon ça passe Euro 5, c'est tout. Nouvelle couleur, voilà. Ah ouais, alors la nouvelle Yamaha, on passe chez Yamaha maintenant, on est bientôt sur la fin les gars. Donc la nouvelle Yamaha Tracer 9 GT+, aussi connue sous le nom de la Yamaha Tracer Scandia. Alors, moi je vais attendre de la voir en vrai. En tout cas, les photos, ça fait très massif. Ça, c'est clair. C'est pas particulièrement beau. C'est pas particulièrement moche à discuter. On va voir. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est du coup vraiment pouvoir l'essayer. Et vraiment voir, parce que ça, c'est un truc que... Voilà. Moi, je suis quelqu'un... Je ne fais jamais de nocturne en moto, parce que j'aime pas ça. Parce que pour moi, les motos, ça éclaire mal. Tout simplement pour la sécurité. J'aime bien faire les nocturnes, je sors ma petite bombinette à 4 roues et je vais peut-être partir faire une nocturne comme ça sur un coup de tête, juste pour m'amuser. En moto, jamais, ou très rare en tout cas, ou c'est vraiment juste une petite balade locale ou en ville où c'est éclairé. Là, bon, on va voir ce que ça donne, mais si vraiment ça donne la possibilité de rouler de nuit en sécurité en moto, en tout cas c'est impressionnant. Quand on voit tous les phares qui est accroché, à voir, pourquoi pas.
La nouvelle transmission YAMT, que j'ai fait un test aussi. Je vous invite à aller voir la vidéo, c'est intéressant, mais bon, voilà, c'est une boîte automatique, hein, c'est ce que vous pensez. La nouvelle MT-07 avec le nouveau look un peu à jour, voilà, comme un peu la 09, qui est possible en YAMT aussi, ce qui est quand même fou. Mais je pense que voilà, de toute façon, ils allaient le faire pour la Tracer 700, donc forcément, pourquoi pas le faire sur la MT-07. Ça va pas leur coûter beaucoup plus. La Ténéré qui est mis à jour. Donc bon, quand j'ai vu qu'ils allaient changer l'esthétique de la Ténéré, j'étais inquiet, parce que j'adore l'esthétique de cette bécane. Mais finalement, ça va. En fait, au lieu de feu rond, c'est passé plus rectangulaire. Je préfère quand même le rond, mais bon, c'est pas ça qui va me faire pleurer. Et voilà, nouvel habillage, suspension voilà, un peu plus haut de gamme maintenant, même sur la Ténéré d'origine, un écran TFT, bon, il y a l'accélérateur passe électronique, donc je sais que ça beaucoup de gens vont pas être contents pour ça, parce que c'était voilà, la simplicité de l'accélérateur à câble qu'ils aimaient. Bon, ABS, Rash Control désactivable d'un bouton dédié, oui ça c'est bien, mais bon l'ABS je pense qu'il doit rester à l'avant, parce que Euro 5+. Donc voilà, des petits trucs pour améliorer, quoi. Nouveau clignotant, un seul monobloc type rallye. Version base disponible. Ok, donc on peut acheter une version ABC de base. Ok. Ça c'est toujours bien aussi, parce que c'est vrai que la Ténéré, c'est une moto haute. Il n'y a pas tout le monde qui peut monter la bête. Repose-pied plus large, ça c'est bien. Bon voilà, un peu du rafraîchissement sur la Ténéré, ça c'est bien. Les T-Max, je m'en bats les couilles. La R9, voilà. La R9, enfin, elle est là. Bon, les avis sont un peu divisés sur cette moto. Bon, généralement, c'est positif. Hein, beaucoup de gens sont contents. L'esthétique, moi, je m'attendais pas à autre chose. Les gens disent « Ah, ils auraient dû la faire ressembler plus à la R1 et pas la R7 parce que la R1, parce que la R9 remplace la R1. » Non, la R9 remplace la R6. La R7, c'est autre chose. C'est une petite sportive accessible pour le A2, la R9 remplace la R6. Sur la fiche technique, une R9 est beaucoup plus proche de la R6. Faut pas oublier que la R1, on peut encore l'acheter. Une version non homologuée bien sûr, mais ça reste la sportive phare de Yamaha. Donc, moi ça me dérange pas trop qu'ils ont fait ça. Surtout que la R9, ça va être une moto, je pense qu'elle va être aussi beaucoup achetée pour des gens sur la route. Moi je pense que c'est une sportive, on va avoir pas mal sur la route, voilà, pour les gars qui veulent faire leur street rossi ou quoi. Au prix qu'ils ont annoncé, je trouve c'est un super package. Ils ont vraiment fait quelque chose de très chouette. Moi je trouve le prix super bien, même limite je me sens arnaqué avec ma XSR 900 GP, parce qu'il faut quand même se dire que la R9 elle a les fourches haut de gamme et du Brembo au même prix que la XSR, mais bon forcément tu payes un peu le taxe vintage avec la XSR. Et des carénages, des full carénages d'ailleurs d'origine aussi, parce que la XSR, il fallait acheter le pack racer si tu voulais les carénages entiers. Et la MT-09, pareil, avec la boîte automatique. La nouvelle R3, très mignonne. Moi j'aime beaucoup ce nouveau esthétique qu'ils lui ont donné aussi, c'est chouette. Pour les petits jeunes qui veulent se sentir comme un petit Rossi, c'est cool. La R1 Race, voilà, et la R1 GYTR. Wow. Qu'est-ce que c'est beau. Et puis voilà. Et les prochaines marques, je ne vais pas en parler parce que c'est encore des chinoiseries. Et bien voilà, je crois qu'on est arrivé au bout de tous les modèles qui étaient intéressants. Est-ce que y a des modèles vous qui vous intéressent parmi toutes ces motos? Et si c'est le cas, dites-le moi dans les commentaires et qu'on parle un peu bécane quoi. Ça sert à ça. Bon, allez les gars. On arrive sur la fin de la vidéo, j'ai envie de conclure avec un peu de venin. Donc on va parler de mon top 3 et des meilleures motos présentées, mais aussi du top 3 des plus grands flops. Enfin, ce que je trouve en tout cas les plus inintéressants au possible. Donc on va commencer par le négatif et finir par le positif, parce que si je finis par le négatif, je sais que tout le monde va partir avec un goût amer là, et ils vont dire ah ouais le canard, tu fais chier, truc, tu peux pas avoir ton opinion, ici c'est internet, ok, on n'a pas le droit d'avoir des opinions, donc voilà. Donc je commence. Le premier modèle que je vais dire
m'intéresse pas du tout. Je vais commencer soft, je vais commencer avec la CF Moto, hein, la sportive, la 675 Daytona, la SRR. Bon, pourquoi pas. La seule raison pourquoi je le mets sur cette liste en 3e position, c'est que ils auraient pu faire quelque chose d'un peu mieux, dans le sens où voilà, ils auraient pu trouver déjà un autre nom que la 675, et que ça soit un triple. On voit clairement qu'ils ont essayé de voilà, copier Triumph. Bon, CF Moto, je respecte la marque, hein, ils font des trucs vachement chouettes, mais voilà, ça il y a quelque chose avec ça, de juste, voilà, ils auraient pu l'appeler autre chose, je sais pas, c'est petit, je sais, mais bon, voilà, allez, on passe, du coup, à la place numéro 2, pour moi, qui va être la Ducati Scrambler Rizoma. Ducati, vous commencez à être fatigant avec vos éditions limitées, là, que vous sortez à l'appel, je veux dire, bon, je comprends que pour vous, c'est cool, parce que ça vous fait de la thune, mais bon, franchement, les gars, quoi... Là, la Final Edition de la V2, et là vous sortez nouveau V2. C'est quand même un peu un piège à con. Arrêtez, quoi. Arrêtez de faire ça, Ducati, on en a marre de vos éditions limitées. Et la place numéro 1, c'est obligatoirement la Kawasaki Z900, la nouvelle. Tout simplement parce que c'est un Z. Voilà. Voilà, j'ai pas d'autre raison. C'est juste que c'est un Z et j'aime pas les Z. Donc voilà, place numéro 1. Alors maintenant, passons aux choses intéressantes. Le top 3 des modèles qui m'intéressent le plus. Alors, numéro 3, c'est la DRZ. Oui... Calmez-vous, je sais, mais elle est plus lourde, le canard. Mais elle est moins puissante, le canard. C'est toujours une boîte 5, le canard. Franchement, moi, personnellement, je n'étais pas choqué. Déjà pour plusieurs raisons. Bon, déjà, le poids. Bon, c'est pas un gain de poids énorme, c'est sûr, je sais. Mais c'est toujours un gain de poids. Le prix, bon, pareil, c'est pas ce qui va faire exploser les compteurs, mais c'est toujours à prendre en compte. Mais aussi, je pense, la raison principale, c'est que, en fait, aussi la largeur, hein, faut pas oublier la largeur, mais c'est que Suzuki font, en fait, ils ont encore le droit à sortir ce moteur. Je pense que c'est parce que c'est par rapport à une norme ou un truc comme ça. En fait, tant qu'ils ne touchent pas au moteur, ils ne sont pas obligés de trop le moderniser. Bon, ça, je sais que c'était le cas aux États-Unis. Mais s'ils modifient trop de choses, après, au niveau des émissions, les trucs, il faut qu'ils respectent les nouvelles normes. Ça devient plus compliqué à faire passer. Bon. Je ne sais pas si c'est vraiment ça, hein. Ici, on ne vient pas ici pour du factuel. Mais voilà, en tout cas. Mais je suis content, je suis quand même, malgré tout ça, je suis quand même content que la DRZ revient, quoi. Je veux dire, putain, merde, c'est la DRZ. Bon, oui, elle est un petit peu chère, et oui, elle est un peu plus lourde et un peu moins puissante, mais elle est encore là. Et je suis content qu'elle est encore là. Et que voilà, la DRZ existe encore. Elle a sa place. Voilà, c'est les gens qui ont les CRF 300 qui voulaient vraiment ce petit plus en puissance. Et bien maintenant, ils vont avoir la DRZ. Et moi, ça me fait plaisir. Je trouve que c'est cool que la DRZ est venue. Donc c'est pour ça, je trouve qu'elle mérite la place numéro 3. Place numéro 2 va à Honda avec la Bella Hornet, hein, pour toutes les choses que j'ai dites. Je trouve que c'est super cool que Honda peut proposer un Hyper Roadster, surtout notamment la SP. Je vais même préciser que c'est la SP. Que voilà, ils nous proposent un SP à tel prix avec le Hollins, le Brembo, 157 chevaux. Je veux dire, le rapport prix, puissance, équipement. Je dis bravo Honda, c'est très respectable. Et la place numéro 1, c'est encore Honda, mais pas un modèle spécifiquement. Ce prototype V3. Je suis très très content. Honda sont en train de faire des gros pas là. Et ça me fait plaisir à voir que Honda se renouvelle un peu. Parce que Honda, ils ont toujours été un petit peu, zéro risque, toujours faire ce qu'on connaît, nanana. Alors que il y a un potentiel de fou. Honda, faut pas oublier, c'est quand même la plus grande